merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci à Gaël Nino et à Estelle Guerdou qui sont un peu impliqués. Il y a un peu un conflit puisque c'est avec eux qu'on a commencé cette réflexion et ce travail sur l'ostéopathie qui devrait aboutir à une étude de phase 2. Donc c'est ces pré-réflexions que je voulais vous soumettre, tout en sachant que Bruno Falissard nous a un tout petit peu savonné l'histoire il y a quelques minutes. Voilà, on a deux intérêts communs avec Logan Fontenay, qui est ostéopathe et qui a préparé cette présentation avec moi. C'est qu'on est des fadas de la médecine de la personne, comme le soulevait M. Bringuier tout à l'heure, donc une médecine globale et qui commence toujours par un temps d'écoute du patient. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, on est aussi des fadas de peut-être des gens qui essayons de comprendre ce qu'on fait pour éviter de faire n'importe quoi et peut-être aussi pour ne pas faire, qui est peut-être un élément aussi thérapeutique. Alors, je voulais vous parler donc de l'efficacité de l'ostéopathie dans la lombalgie chronique en faisant une critique un petit peu des évaluations qui ont eu lieu et qui ont amené à la critique justifiée et à la non-validation de critères aujourd'hui dans ces études sur l'ostéopathie et la lombalgie chronique. Je reprendrai les critères qui sont utilisés dans la douleur chronique, dans la lombalgie chronique et dans l'ostéopathie, pour vous dire qu'en fait, dans tout ça, on est comme un peu, disait Edgar Morin, dans un océan d'incertitude avec peut-être quelques îlots de certitude. Donc j'essaierai de retrouver quelques îlots sur lesquels on peut s'appuyer pour évaluer quand même ces pratiques. Alors, dans la douleur chronique, on est sur un modèle complexe et ça serait trop simple de résumer la douleur chronique à une sensation. On sait que dans sa définition, la douleur chronique, c'est une sensation associée à une émotion. Alors bien sûr, il y a maintenant des phénomènes de sensibilisation périphérique qui sont bien connus et qu'on connaît et qui sont autour notamment du système MNDA. Et ce système du récepteur MNDA est une source de travail actuellement dans la pharmacologie, dans la recherche des nouveaux thérapeutiques qui pourraient diminuer ce phénomène d'hyperalgésie. Et on sait aujourd'hui que quand même, il y a une évolution, et notamment dans tout un travail sur l'épigénétique, sur les modifications de la traduction ARN-ADN dans l'amplification du système nociceptif qui aboutit donc à des phénomènes d'hyperalgésie, voire d'allodynie. Il est aussi important de savoir que la connaissance de la douleur chronique se fait aussi à partir des neurosciences et qu'il y a une vraie évolution aujourd'hui par la connaissance de la matrice douleur que je vous présente ici. Et cette matrice douleur fait aujourd'hui un peu caduque cette phrase qu'on entend souvent chez certains praticiens. Vous n'en faites pas, monsieur, je ne comprends pas ce que vous avez. Probablement la douleur est dans votre tête. La chose que je vous recommande, si ça vous arrive en tant que purement malade, c'est de répondre « heureusement que j'ai une tête, sinon je n'ai pas de douleur ». C'est vrai qu'il faut avoir une tête pour intégrer un message douloureux. Et j'y reviendrai un petit peu sur cette problématique, ce qui a amené la douleur chronique et aux gens qui travaillent sur la douleur chronique de parler surtout d'un modèle biopsychosocial. Et je suis content aujourd'hui que ce modèle biopsychosocial, qui a été l'œuvre notamment du professeur Bourreau, qui a travaillé sur ces modèles il y a maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années en France, que ce modèle n'a petit à petit d'autres pratiques, et notamment les collègues de la médecine physique et de rééducation. Alors, la douleur, en fait, pour bien la comprendre et pour l'évaluer, il faudrait pouvoir évaluer avec un seul outil l'impact sensoriel, l'impact cognitif et comportemental de la douleur, et puis l'impact affectif et émotionnel qui est associé à ce phénomène de douleur chronique. Et donc on voit là, rien que dans cette conceptualisation donc, de la douleur chronique, les difficultés d'une évaluation avec un seul des critères. Et bien sûr, il y a aussi, face à ce patient, comment il va pouvoir s'adapter à ce phénomène douloureux. Et donc les phénomènes d'anticipation douloureuse vont être aussi des éléments de mesure de l'évaluation. Alors, l'HAS avait fait une belle revue de la littérature, enfin un travail sur ces fameux questionnaires ou ces fameuses échelles d'évaluation qui ont envahi la médecine moderne pour essayer d'évaluer les malades et essayer de comprendre ce qui se passait. Alors, en ce qui concerne la définition de la douleur chronique est définie comme un temps de douleur. Donc ici, on le voit que dans la lombalgie chronique, les études ont quand même retenu une durée de douleur
évoluant au moins 3 mois, depuis 3 mois, pour parler de lombalgie chronique. Donc c'est vrai que la lombalgie chronique, hein, comme on le voit parfois, ce n'est pas celle qui dure depuis 3 semaines et qui vous a empêché d'aller au travail ou qui vous gêne dans vos activités quotidiennes. L'autre élément qui est important, c'est que si on essaye d'évaluer, on a pris souvent dans la douleur des échelles d'intensité. Hein. Et on sait aujourd'hui que même lorsqu'on évalue un antalgique dans la douleur, on utilise une échelle d'intensité. Et je vous rappelle que l'efficacité d'un antalgique, c'est de gagner 2 points sur une échelle de VA qui est cotée ou de 0 à 10 ou de 0 à 100 selon les études. Donc vous voyez que la question de mesure de l'intensité, elle a beaucoup de limites. Alors pourquoi 2 points? Parce que c'est à ce moment-là que peut-être le patient va exprimer une sensation de soulagement. Et la question peut-être dans les études n'est peut-être pas de mesurer l'intensité, mais du soulagement par rapport à cette intensité de la douleur et par rapport à l'action qui est donnée. L'autre point qui est en discussion, qui a été utilisé dans les enquêtes de douleur, ce sont des descriptifs de la douleur, des localisations de la douleur, la diminution de la diffusion du message douloureux à travers différents questionnaires. Et on sait aujourd'hui que dans ces systèmes d'évaluation et de reproductibilité, ces questionnaires ne peuvent pas être utilisés dans des études de façon intéressante. Ils vont permettre peut-être l'intérêt de mettre les patients en cohorte homogène pour les évaluations. Alors, ce qui est aujourd'hui très intéressant, ce sont des questionnaires qui sont multidimensionnels et qui vont aller plutôt vers le malade dans sa globalité, et on va, dans un premier temps, parler d'impact fonctionnel. Alors, on sait que depuis quelques années, ces échelles ont été développées avec des validités qui ont été maintenant codifiées. Alors, ce n'est pas des échelles fabrication maison. Hein. Pour fabriquer une échelle, il faut parfois, et un questionnaire, il faut parfois plusieurs années. Et en plus, ces questionnaires ont souvent été élaborés en littérature dans la langue anglo-saxonne. Et dans cette semaine de la francophonie, on a un certain nombre de questionnaires qui ont été traduits en langue française, mais pas tous. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a un biais possible sur la traduction de ces questionnaires. Alors, il y a aussi d'autres questionnaires qui vont plus se rapprocher d'un autre critère qui nous intéresse dans l'évaluation globale du patient, c'est les échelles qualité de vie. Et on retiendra dans ces domaines de douleur chronique la SF36, la MOS, donc qui a aujourd'hui des intérêts, même si sa passation est un petit peu complexe et un peu longue, mais sa reproductivité est intéressante. Il y a une forme un peu plus courte, la SF12, qui a été mise au niveau de ces douleurs chroniques. Et on a, au niveau de la lombalgie, une autre échelle qui actuellement est beaucoup utilisée, qui est l'Overstride, et donc qui a un intérêt sur la qualité de vie du patient lombalgique. Alors, dans la lombalgie chronique, c'est pareil, on voulait un peu aussi profiter de cette intervention pour dire que le phénomène de la lombalgie chronique, c'est aussi un système complexe qui va vers de la douleur, vers le mouvement et vers l'inhibition du mouvement, et d'impacter sur un des seuls phénomènes, la douleur, par le médicament. Vous voyez que vous en oubliez souvent la contracture, dont on sait qu'elle est peu accessible par le médicament, mais beaucoup accessible par la physiothérapie. L'immobilité qui est à travailler beaucoup, et notamment, on sait tout ce qui est devenu historiquement les écoles du dos, mais surtout maintenant les réentraînements à l'effort qui ont un effet très intéressant sur la lombalgie. Et bien sûr, le retentissement sur le comportement du patient, que j'ai résumé par la dépression, mais qui est là un peu une caricature de l'adaptation du patient. Alors, il en est apparu depuis 2003 sur une traduction française, donc ce qu'on a appelé les yellow flags, hein, les recommandations de questionnaires auprès des patients pour repérer les patients à risque de chronicisation. Et on voit que ces yellow flags, contrairement aux red flags qui, eux, font appel donc aux facteurs physiques et somatiques purs, vous voyez que là, dans les yellow flags, on utilise beaucoup les éléments de croyance, de comportement, d'évitement du patient. Et ces yellow flags ont fait quand même la suite à un modèle qui est aujourd'hui le modèle de compréhension de la lombalgie chronique, qui n'est pas l'impact sur le disque, d'où la notion de douleur chronique complètement dissociable de l'anatomie du disque. Et donc le ressenti du patient n'est pas
mis en image dans un scanner, dans un IRM, mais par le comportement qu'il y a par rapport à ce phénomène douloureux. Et donc Vlayen, dès 1995, a mis en place un certain nombre de ce schéma qui a montré qu'en fait, un certain nombre de patients pouvaient, par capacité à se confronter à la douleur, s'adapter au phénomène douloureux, et cela n'évoluait pas vers la douleur chronique. Et par contre, d'autres patients, notamment avec un risque de catastrophisme important, pourraient évoluer vers des phénomènes donc, de chronicisation avec une hyperactivité, une hypersensibilité à la douleur, des comportements d'évitement et un véritable déconditionnement lombalgique puis à l'effort, et donc une incapacité fonctionnelle majeure qui se traduit de façon très importante, puisque vous savez qu'actuellement, 10% nous avons tous, 80% des personnes ici dans cette salle auront mal au dos dans l'année qui vient. J'espère que ce sera pas, que vous serez partie des 10% qui n'auront pas mal au dos. Et parmi ces 90%, vous en aurez 10% qui vont évoluer vers une chronicité. Et ces patients vont coûter à la sécurité sociale 85% du coût de la maladie. Donc, ce qui est extrêmement important aujourd'hui de réfléchir à cette problématique-là. Alors, les échelles, les questionnaires de multi-évaluation sont là dans tout leur intérêt et donc ont été développés, ainsi que donc aujourd'hui un certain nombre de visions multidimensionnelles du patient. Alors, c'est pour ça que dans le programme que nous allons mettre en place sur l'évaluation de l'ostéopathie, il est important qu'à côté des échelles qu'on veut dire un peu puristes dans l'évaluation d'une douleur, qui sont le VA, voire le TOPAR, qui est une échelle d'amélioration, on utilise essentiellement et associé à ces échelles des échelles d'adaptation du patient, de kinésiophobie, et on pourrait rajouter un certain nombre d'autres échelles aussi sur l'insatisfaction. Des travaux récents de Sullivan vont dans ce sens-là. Le comportement du patient est donc important et les échelles fonctionnelles, bien sûr, vont être associées dans l'évaluation du patient. Alors, un mot donc sur l'ostéopathie face à cette situation-là. C'est vrai que, en changeant peut-être le thermomètre, peut-être qu'on pourrait mieux évaluer l'ostéopathie. Et pourtant, il y a un tout petit peu de limite à cette évaluation de l'ostéopathie, et c'est ce que je voudrais évoquer en quelques minutes. Les limites, elles ont été mises en évidence lorsque vous allez sur le site du ministère de la Santé. Vous avez donc cette recommandation en disant qu'actuellement, en 2012, il n'y a aucune étude validée prouvant l'efficacité de l'ostéopathie. Donc, ce que vous a dit Falissard, de façon un peu plus élaborée et un peu plus, je dirais, philosophique. Alors, il y a eu quand même un rapport de l'Académie de médecine en 2013 qui essayait de valider justement ces thérapies complémentaires. Alors, pourquoi ce rapport de l'Académie de médecine? On le sait en quelques minutes. Aujourd'hui, les patients, et nous, tous nos patients que l'on voit, ont au moins vu un jour un ostéopathe, ont au moins vu un certain nombre de thérapies qui sont citées, l'acupuncteur, moins le tai chi qui reste, et on pourra en dire quelques mots dans les questions, mais je laisse là-dessus. Et puis on voit aujourd'hui que l'hypnose est une grande mode, et on reparlera de l'hypnose plus tard, parce que c'est un des éléments aujourd'hui qui pose question sur ces fameuses évaluations des thérapies non médicamenteuses. Alors dans ces thérapies complémentaires, il y a une vraie, bien sûr, attaque sur la validation en reprenant cette Cochrane de 2000, où on avait vraiment limité beaucoup les évaluations, et beaucoup des études qui avaient été reprises dans la Cochrane sont faites à partir d'un modèle qui est de comparer un malade qui est donc pris par tirage au sort, qui est pris par un ostéopathe avec une technique qu'il va élaborer, et un ostéopathe qui va faire une manipulation simulée appelée sham. Donc cette simulation simulée est censée n'avoir aucun effet. Or, aujourd'hui, je voudrais quand même dire 3 mots sur l'effet placebo et un peu attaquer dans les études, des études comme ça qui ne tiennent pas compte de l'effet placebo et le biais important de cet effet placebo. L'effet placebo n'est pas un effet totalement indu d'efficacité, et heureusement, et on l'a mis en balance notamment avec l'effet nocebo. Certaines études actuellement sur la recherche des personnalités placebo-répondeurs montrent qu'il existe un certain nombre de patients qui sont placebo-répondeurs constants,
mais d'autres qui sont non répondeurs à un effet placebo, donc un tiers de nos concitoyens. Et ça, c'est une étude qui est relativement ancienne. L'autre point que je voulais dire aujourd'hui, c'est que l'effet placebo n'est pas un effet qui vient du ciel, qui est un effet qu'on aurait défini avec des notions complètement fumeuses. C'est un effet qui est pharmacologiquement démontré, et ça depuis longtemps, entre autres certaines études que je montre ici, montrer le blocage de l'effet placebo, et montre toujours le blocage de l'effet placebo par l'analoxone, ce qui fait dire que l'effet placebo est dépendant du système opioïde endogène. Donc c'est important aujourd'hui qu'on en tienne compte dans les études, et il n'y a pas aujourd'hui peut-être à tenir compte de ces fameuses référents comme simulation. Alors l'autre point qu'on voulait soulever, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ostéopathie, il y a un vrai engouement, et si je me suis rencontré avec Logan Fontenay, c'est qu'on a travaillé dans un centre hospitalier universitaire, et on sait aujourd'hui que la PHP, entre autres, développe un certain nombre de programmes de recherche sur l'efficacité des thérapies complémentaires. Et on nous demande un peu de travailler ça parce que le centre hospitalier universitaire a aussi objet de valider ce qui est pratiqué à l'extérieur pour la plupart de nos concitoyens, même si ce sont sur des cohortes faibles. C'est pour ça qu'on a choisi dans l'étude de faire plutôt une étude de phase 2, observationnelle sur quelques patients. Alors, les limites de l'efficacité de l'ostéopathie, il y en a quelques-unes quand même. On sait que le catastrophisme, et notamment la kinésiophobie, est une limite importante. On l'a vu, c'est un des critères majeurs d'entretien de la lombalgie chronique. Ce sont des patients qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément consulté. On sait aujourd'hui qu'il y a un vrai consumérisme sur la pratique ostéopathique. Donc, il y a des vraies limites. Et puis, il y a une limite aussi peut-être sur la question de la formation des professionnels. Aujourd'hui, il y a deux catégories d'ostéopathes. Il y a des ostéopathes qui ont suivi des cursus donc de 5600 heures dans le cadre d'écoles reconnues, avec un concept qu'a critiqué à juste titre Falissard tout à l'heure, par rapport à la confrontation des connaissances médicales. Mais à côté de ça, il y a un certain nombre de praticiens qui pratiquent l'ostéopathie en complément de leur formation sur ce qu'on appelle des formations accélérées. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, des formations accélérées aux thérapies non complémentaires. Et quand on voit ce qui se passe à l'hypnose, où on forme à l'hypnose dans l'obésité en 48 heures dans un séminaire et qu'on forme une secrétaire à ce type de pratique, aujourd'hui, il y a des vraies déviances et il y a des déviances importantes. Alors, cette problématique de l'évaluation de l'ostéopathie, elle nécessite... alors, est-ce qu'il faut mettre, et ça c'est des questions, l'ostéopathie aux grilles de l'évaluation scientifique et de protocolisation de protocoles qui pourraient être reproductibles, quels que soient les ostéopathes, de manière à discerner l'efficacité de l'ostéopathie. Alors, c'est ce qu'on a un tout petit peu travaillé dans cette étude et ce qu'on mettra en œuvre, avec des marqueurs de sécurité, bon, on vous l'a dit tout à l'heure, qui sont faibles, et un programme d'ostéopathie qui est basé sur un nombre de séances élaboré par un ostéopathe, mais réalisé par des ostéopathes à partir d'un schéma et d'une protocolisation précise. Alors c'est peut-être un élément qui peut être intéressant aujourd'hui de voir si une action ostéopathique peut avoir un intérêt dans la lombalgie chronique. Alors, je dirais que ça peut poser des questions. Les questions qui sont posées, c'est face aux limites de l'évaluation et de l'efficacité traditionnelle, faut-il aller plus loin dans l'évaluation? Et la question aujourd'hui est posée sur l'imagerie fonctionnelle cérébrale. Et c'est ces instants, en quelques minutes, que je conclurai sur cette présentation de l'intérêt peut-être de l'imagerie et de regarder le cerveau pour évaluer les pratiques non médicamenteuses. Alors ça a été fait déjà, notamment lorsqu'on a validé l'hypnose, les études de Ranville, que je ne vous présente pas aujourd'hui, mais qui avaient montré donc l'efficacité sur l'IRM fonctionnel. Elles étaient très importantes. Elles ont diffusé de façon importante l'utilisation de l'hypnose. Plus récemment, au dernier congrès mondial de la douleur à Buenos Aires, une autre équipe canadienne dirigée par Mme Buchmel a montré l'intérêt du yoga sur la modification de la plasticité cérébrale et notamment de la masse grise cérébrale. Est-ce qu'il faut aller vers ce type d'évaluation? C'est vrai qu'aujourd'hui, cette matrice douleur est bien connue, bien définie, avec des impacts, notamment dans les régions préfrontales, dans la lombalgie. Dans le noyau accumbens,
dans ce qui concerne les facteurs émotionnels et de liens dynamiques entre le noyau préfrontal et le noyau accumbens, donc quand des zones d'adaptation cérébrale et des zones liées plutôt au phénomène émotionnel. Alors, cet élément est d'autant plus important que beaucoup de travaux de la littérature, là je vous en cite un qui est paru le mois dernier, enfin même on est encore en mars, donc c'est une parution de PubMed très récente, qui montre quand même les adaptations des phénomènes cérébrocentraux dans les phénomènes de lombalgie chronique et ici dans la prévention, la prédictivité de la chronicisation de la lombalgie. L'autre point très important, c'est qu'on connaît les choses de façon un peu plus importante sur deux facteurs qu'est la BDF et le COMT. Et ici, un travail sur le COMT de 2012 qui montre là aussi des facteurs de fragilisation et de population plus fragiles au niveau donc, de la lombalgie chronique. Alors, ce travail sur l'évolution de douleur et lombalgie chronique est important parce qu'aujourd'hui, dans le travail thérapeutique que mènent entre autres les thérapeutiques non médicamenteuses, c'est la validation d'une plasticité cérébrale. On a dit pendant longtemps que le cerveau ne repoussait pas, que le neurone ne repoussait pas, qu'on était dans une situation stabilisée, voire dans une perte de chaque jour d'un peu de notre cerveau et de nos capacités, ce qui nous ramenait à un retour en arrière à l'enfance, dans une vague diminution et impolie de la personne âgée. Donc aujourd'hui, on sait que cette plasticité cérébrale, elle est tout au long de la vie, elle peut être travaillée, et c'est probablement un des éléments importants qu'il va falloir évaluer dans l'impact des thérapies non médicamenteuses. Dans la lombalgie, le système est ouvert. Il est ouvert parce qu'on connaît bien les zones d'impact précises, qui sont les zones préfrontales et, je vous rappelle, le noyau accumbens. Alors, pourquoi pas évaluer avec ce type de technique? On essaiera sur une cohorte faible de vous montrer des résultats. Voilà. Et je conclurai parce que la situation est complexe. Peut-être il faut avoir une philosophie à la Shadok. Il vaut mieux évaluer, même s'il ne se passe rien, que de risquer qu'il ne se passe quelque chose et dire de ne pas, en ne l'évaluant pas. Donc c'est quelque chose d'important de reprancher l'évaluation. Excusez-moi pour cette expression un peu troublée, mais j'aime beaucoup l'humour des Shadok et je crois que leur philosophie nous en apprend beaucoup plus que certains discours. Je vous remercie.